Bonjour et bienvenue. Merci d'être présents parmi nous. On est tous ensemble, réunis pour la cérémonie du 26e prix de la presse et de l'information territoriale. Merci de nous avoir rejoints. On a sorti la grosse production en régie. On a Kevin, Nastasia, Anaël, Anne qui sont avec nous. Et puis je suis bien entourée. On va commencer tout de suite la cérémonie générique. Donc à cette cérémonie qui vient clôturer un prix 2024 avec 80 candidatures, 26 nommés, et c'est là que vous vous êtes arrêtés avec nous. Et donc aujourd'hui, on va découvrir le prix des 7 catégories de ce prix et le grand prix. Alors vous avez vu il y a quelques secondes, j'étais bien entourée sur ce plateau. Avec moi étaient tous les héros, les protagonistes de notre prix. Coraline qui a suivi et piloté l'ensemble du prix, l'accueil des candidats, l'organisation des jurys, et puis cette cérémonie aujourd'hui. Et puis à ma droite, Christophe Agnus, qui est président de ce jury pour cette année. On va prendre le temps d'échanger dans quelques minutes. On avait également Didier Rigaud-Dubas, qui est le fondateur du prix et engagé depuis 26 ans avec nous, et puis Yves Charmont, délégué général de Capcom. Avant de découvrir l'ensemble du palmarès, on va prendre le temps de se poser, on va avoir 2 petits temps d'observation, de réflexion. Un premier donc avec Christophe, qui va nous faire un peu son rapport d'étonnement sur ce prix. Et puis également, Didier et Yves nous rejoindront pour parler de l'actualité qui vous concerne et qui nous a tous un peu mobilisés, notamment avec la fin du tout de boîte et du non adressé annoncé et qui vous oblige à vous mobiliser sur vos stratégies de diffusion de la presse territoriale. Avant de commencer, juste 2 petits rappels. Vous avez la possibilité de vous exprimer, de nous poser des questions dans l'espace de discussion de ce webinaire. Et puis le deuxième point que je vous dois, c'est qu'il y a un live tweet, donc vous allez pouvoir retrouver tous les liens des campagnes et les noms officiels des lauréats sur Twitter. Et en parallèle, en fin de série, vous retrouverez sur le site internet de Capcom l'ensemble du palmarès, agrémenté de quelques détails et descriptifs. Voilà, Christophe, il est temps de commencer ensemble. Avec plaisir, avec plaisir. D'abord, je vais me permettre de vous présenter en quelques mots. Vous êtes éclectique. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ça va, ça, je sais. Vous êtes journaliste et vous avez pratiqué de nombreux formats, la PQR, la presse magazine, les reportages, au long cours, la presse en ligne. Je ne me trompe pas? Non, tout ça c'est bon. Depuis plus de 4 ans, vous êtes engagé pour l'association Reporters d'Espoir, dont vous allez nous parler un peu plus, dont le rôle est de promouvoir dans les médias une information porteuse de solutions dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Et donc, vous nous avez accompagnés sur ce 26e prix en dirigeant les débats du grand jury qui venait analyser les nommés du prix de la presse. Et puis, vous êtes intervenu également au Forum de Toulouse, pendant lequel vous nous avez éclairé sur le journalisme de solution à l'usage des collectivités territoriales. Comment est-ce que vous pouvez décrire les publications territoriales que vous avez vues et que vous avez eues entre les mains? Et surtout, quel regard porte le journaliste que vous êtes? Moi, ce qui m'a étonné, c'était plusieurs choses. D'abord, la diversité assez incroyable des créations, des propositions, parce qu'il y avait aussi bien des choses pour enfants que d'autres choses pour adultes, enfin pour tout le monde. C'était l'originalité. Et là, quelque part, je voulais saluer à la fois le courage des directions de la communication et des directions qui ont proposé, mais aussi celle des élus qui ont accepté ce genre de format, parce qu'il y a des formats très originaux et ambitieux.
et je m'attendais pas forcément à ça. Et donc, il y a à la fois donc, une très grande diversité, une grande qualité, une qualité. Donc, moi, j'étais très agréablement surpris par tout ce qui a été fait, et il y avait même des choses honnêtement assez bluffantes, et d'imagination et d'intelligence. Est-ce qu'il y a eu des débats, des Ah oui, accroches pendant le jury? oui, oui, il y a eu des débats, il y a eu des discussions, il y a eu, parfois on n'était pas d'accord, mais c'est normal, c'est dans un jury, et après il fallait trancher pour choisir un, mais il y avait, franchement, parce qu'il y avait des domaines où les différentes propositions étaient très proches en termes de qualité, très différentes en termes de propositions, mais dire qu'un tel était mieux qu'un tel, c'était très compliqué, quoi. Donc il y a eu des grandes discussions, et il fallait bien faire un choix, donc on a fait un choix à chaque fois. Le palmarès vous convient? Oui, oui, on était le palmarès. À la fin, je pense que tout le jury était d'accord pour dire que le palmarès était le plus, je dirais, équitable qu'on pouvait avoir, quoi. Très bien. Depuis quelque temps, vous êtes auteur de romans. Donc le récit, vous soignez le récit, le texte. Est-ce que vous avez été surpris ou curieux de cette mise en récit de la presse territoriale? Certains, oui. Il y avait d'ailleurs, il y en a un que vous découvrez sur un prix. C'est une catégorie, voilà, la plume. c'est une catégorie qui a eu un traitement assez intéressant et original, avec beaucoup d'humour. Et ça, c'était très appréciable. Il y avait souvent, bon, c'est souvent une écriture qui est classique, parce qu'il faut effectivement convenir à tout le monde, mais il y avait des originalités, des audaces qui étaient très intéressantes dans une presse qui est quand même pour tout public. C'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas le droit de cibler un public, on doit parler à tout le monde, et il y avait une attention à une qualité globale qui était très intéressante. Oui. On va découvrir tout ça. Le récit, c'est aussi une façon politique de raconter les faits. Dans cette période mouvementée, en particulier pour les collectivités territoriales, diriez-vous que la presse territoriale est engagée localement et a une place à défendre dans la cité? Elle a une place pour moi qui est très importante, parce que d'abord, tout le monde n'a pas accès à de la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont le sentiment souvent que la presse est chère, et donc la presse territoriale a cet avantage d'être offerte gratuitement à tout le monde et donnée à l'écrit à tout le monde. Et puis après, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, quand on peut avoir un récit, puis juste un aspect informationnel et service. Et le mélange des deux est très important. Moi, je vis dans un village en Haute-Garonne, et tout le monde lit le journal de la mairie, parce qu'on a à la fois des informations et puis du service. Donc, ce rôle est extrêmement important, parce que c'est un des derniers liens que tout le monde regarde. Or, aujourd'hui, un problème, c'est qu'on a un éclatement de la société en plein de petits morceaux. Et la presse territoriale a l'avantage de regrouper tout le monde autour d'un même titre. Et donc, c'est très important d'avoir un lien, de créer ce lien entre tous les gens, quoi. Donc, non, pour moi, c'est une presse qui est à défendre, et c'est une presse qui a un rôle presque aujourd'hui social et politique très important. Merci. C'est tout à fait rassurant et réconfortant de vous entendre avec ces mots. Merci Christophe. Je vous propose de passer devant moi pour redonner votre micro à Didier et Yves, qui vont me rejoindre. En fait, nous deux, les éditeurs, pour l'annonce du lauréat, du grand lauréat de toute catégorie de ce prix, la 45. Je cède de mon côté la place à Didier Rigaud-Dubas et Yves Charmont, qui vont nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis, ce que vous connaissez, ce qui s'est passé depuis quelques mois maintenant, notamment avec le retrait d'un des diffuseurs majeurs de la presse non adressée. Juste le temps. Oui, avec plaisir. Yves, c'est à toi de parler, puisque j'ai besoin de prendre le temps de donner le micro. Et je te laisse la place avec Didier. Effectivement, on va essayer de faire court. On prend un petit temps, parce que c'était inimaginable de faire ce prix de la presse et de l'information territoriale sans évoquer un sujet qui est un sujet majeur, qui est apparu ce printemps, mais en fait, il y avait quelques signes avant-coureurs déjà dès le mois de novembre. Je veux parler en fait du désengagement d'un des grands de la distribution toute boîte aux lettres, qui est quand même une des étapes importantes, Didier, de la vie de nos revues, puisque si on fabrique un beau produit, il faut aussi qu'il soit distribué, en tout cas quand on est sur des fabrications et donc du papier imprimé. Mili, pour ne pas le citer, donc c'est anciennement Adrexo, a fait savoir en fait à la plupart de ses clients sur cette période que
ils se désengageaient pour se restructurer, travailler autrement. Le marché, et ils l'ont expliqué dans les colonnes de Point commun, on a eu l'interview, on ne va pas revenir dessus, ils expliquent pourquoi le marché a changé. Il y a aussi le stop pub, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de prospectus en papier. Enfin bon, le modèle économique n'était plus là, et sauf que un certain nombre de collectivités locales se sont posées des questions. Nous avons donc voulu en parler. On ne va pas y revenir complètement. Je vais te laisser la parole tout à l'heure, Didier, pour parler de l'importance de ce support papier. Moi, le plaisir que je vais avoir, c'est de vous redire ce qui ressort de ce travail éditorial. Nous avons sur Point commun eu 5 papiers sur le papier, c'est amusant. Mais on en a parlé 5 fois, et avec notamment, on est allé à la pêche aux idées, on est allé discuter avec des gens d'Annecy qui a modifié ses formules, on est allé avec les gens du département de l'Aisne qui depuis 1 an, eux, avaient déjà une expérience de faire une distribution sur abonnement. Enfin bon, tout ça pour dire que derrière, on n'a pas trouvé évidemment le bon modèle. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de tirer les conclusions de ce travail que nous avons fait ensemble pendant quelques mois. Alors, il existe en fait 6 ou 7 méthodes pour distribuer. On va les revoir ensemble. D'abord, il y a le toute boîte, ce qu'on appelle le toute boîte, c'est-à-dire que voilà, votre journal, vous êtes dans une ville de 40 000 habitants, vous tirez à 25 000 exemplaires, et ces 25 000 exemplaires vont être portés par un opérateur national. Mili se désengage. Aujourd'hui, Mediapost, donc qui est une filiale de La Poste, nous a aussi dans une interview répondu, et ils ont garanti le service. Oui, ils continuent de faire une distribution toute boîte aux lettres. La question qu'on peut se poser légitimement, c'est vont-ils répondre à tous les appels d'offres? On l'espère, mais c'est pas gagné. Et répondre aussi à quel prix en situation de monopole, c'est un peu délicat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une distribution toute, c'est à peu près 10 centimes par exemplaire. Enfin, on va faire simple, mais c'est dans ces eaux-là. Peut-être que ça peut changer. Deuxième méthode de distribution, le toute boîte, mais avec un opérateur local. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce petit à côté, Didier? Parce que on connaît des microcosmes, des endroits. Alors, notre amie Marie-Laure Hubert-Nasser à Biarritz, elle nous a dit, mais moi j'ai un opérateur. En plus, ils ont des véhicules hybrides, c'est intéressant. Mais vous voyez, il n'est pas disponible tout le temps. Alors, quand il y a, c'est possible. Et il est local. Voilà. Donc évidemment, il y a des situations où ça existe. Troisième opération, on le fait ça, mais avec une équipe interne. Dans les petites communes, c'est les élus. Mais là, en l'occurrence, ce seraient des agents qui sont soit des agents internes, soit des personnes qui viennent de l'externe, mais c'est des agents en fait qui sont avec de la vacation. On les paye à la tournée, on organise la tournée. Ça marche pas toujours très bien. Le problème, quand on arrive devant les immeubles, il y a des codes, les boîtes aux lettres sont derrière, on ne peut pas rentrer pour les déposer. Il y a des villes, et j'en ai sondé il n'y a pas si longtemps, qui sont sur le point d'arrêter la distribution avec les agents parce qu'ils ont une très faible, un très faible taux de distribution. Voilà. À l'inverse, et là je vais citer Évry-Courcouronnes, où ils ont une personne qui est responsable de cette distribution et qui nous a dit qu'elle c'était un travail de romain. Elle y passe un temps fou, cette personne, et elle va chercher les codes. Elle va rencontrer les régies d'immeubles, les syndics, et elle négocie pour obtenir la possibilité de passer, de franchir ces barrières. Autre possibilité, bien sûr, pour distribuer, c'est après avoir ces vacataires, de faire des points de dépôt. Alors, les points de dépôt, on sait tout ce que c'est. On a des commerces, des lieux, des services publics, et on fait le dépôt du magazine, les gens le prennent. Évidemment, on ne touche plus du tout les mêmes personnes, en tout cas plus de la même manière. Autre possibilité derrière, maintenant, ça va être les distributions qui se font en fait par voie adressée. Donc, à la différence de toute boîte, on a la voie adressée. L'envoi adressé, alors là, par contre, on retrouve des opérateurs tels que Mili, on bien sûr retrouve La Poste, et puis vous pouvez faire vous-même vos propres, je ne sais plus comment on appelle, mais il y a des sociétés qui font en fait de la distribution sur la base de liste. Mais sur la base de quelle liste? Une adresse? Alors, Aisne, le département de l'Aisne, eux, ils ont ouvert des abonnements. Ils ont dit aux citoyens, très bien, vous voulez le recevoir, on vous l'envoie, mais il faut vous abonner. Ça fonctionne là. Ça fonctionne, par exemple, aussi à la ville de Annecy. Un des défauts, c'est que là où vous aviez, par exemple, 20 000 exemplaires, eh bien, vous allez descendre, en fait, à moins de 5%, pour faire simple. Hein. Donc, vous allez être à 1000 sur 20 000. 10%, ce serait 2000, et là, ça sera 1000. Voilà, ça, c'est à peu près la réalité de qui s'abonne. C'est sûr que les personnes qui s'abonnent le veulent. Et puis, dernier modèle, c'est une distribution adressée, mais cette fois-ci, non pas sur la base du volontariat, mais sur la base de la liste électorale. Vous allez dire, c'est pas possible. On a demandé à Rolande Placidi, qui est la juriste spécialiste du droit de la communication publique, elle nous a garanti que c'était en fait possible. Alors attention, il y a des conditions. Là encore, il y a un article sur Point commun qui l'explique.
Donc, cette distribution à partir de la liste électorale, elle est pas inintéressante. Et puis, je vais terminer avec le point 7, qui est une sorte d'ouverture sur tout ce qui est dématérialisé, parce qu'après tout, là, on parlait de papier. Un magazine peut encore se feuilleter, mais de façon virtuelle. Il peut être en PDF, il peut être en plurimédia, il peut être ventilé sur plusieurs supports. Et puis, il faut quand même dire les choses, Didier. Là, on a fait le tour de ce qui existe. Et la plupart des personnes, en fait, font des combinaisons, des hybridations entre différents supports. Alors après, la conclusion qu'on peut tirer, vous l'avez entendu, on a parlé du coût. Et ce coût, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va aller vers plus. Ce qui est à la fois pas très important quand on est sur une ville. Je prenais l'exemple d'une ville de 40 000 habitants, 20 000 exemplaires. On était sur 2 000 euros de distribution sur les modèles les moins chers. Sur les modèles les plus chers qui s'approchent aujourd'hui, on va monter à 4 000, c'est le doublé. Mais imaginez maintenant qu'on est sur un département à 200 000, là, on rajoute. Et quand on est sur une région à 2 millions, les coûts sont importants. Ces coûts sont-ils importants de façon, j'allais dire, intrinsèque? C'est la valeur même de la chose qu'on doit discuter, ou est-ce qu'on doit parler en fait de la valeur proportionnelle par rapport à l'impact citoyen? Et c'est là que je t'attends, Didier. Est-ce que cette valeur, elle n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas mettre les moyens pour être distribué? Il faut donner les moyens des enjeux, des ambitions. Et effectivement, comme l'a très bien dit notre président tout à l'heure, Christophe, il y a un enjeu d'intérêt général. La communication publique, et avec ce que nous réserve l'avenir, sera peut-être de plus en plus au cœur du dispositif démocratique. Et ça me semble indispensable pour une question d'équité, que chaque citoyen puisse accéder à cette information, si possible peut-être en version papier, parce que on n'a pas la même lecture, il n'y a pas la même sélection par les fameux algorithmes sur ce que l'on peut lire en version papier. Je reçois dans ma boîte aux lettres mon voisin, quelle que soit son opinion, quel que soit son âge, son lieu d'habitation, peut recevoir la même information d'intérêt général, de pratique, mais également sur des sujets de fond. Donc je pense qu'il y a une volonté certainement de la plupart des élus de vouloir essayer de pérenniser cet outil. Il faut peut-être innover, il y aura peut-être des choses à inventer, comme tu dis, des versions hybrides, peut-être des modes de distribution, voire peut-être une hybridation entre le numérique, le digital et le papier, mais je pense que on est dans on a un carrefour, il va falloir repenser le modèle. C'est le moment de dire on ne doit pas perdre le lien avec les citoyens. Dans la période actuelle, où on voit qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a aussi une défiance, un manque de lien. Avec les journalistes, alors il y a peut-être d'ailleurs une piste à la PQN, la PQR est en chute libre depuis 20 ans. Hein. J'ai vu un rapport officiel qui est moins 80% en moyenne d'achats volontaires. Donc il y a peut-être, avec les journalistes de la presse locale, il y a peut-être une hybridation à faire entre le magazine de collectivité, entre l'enjeu d'une information objective au niveau local. Enfin, il y a peut-être des choses à inventer, mais en tout cas, là, on arrive dans une période où il va falloir essayer de sauvegarder et défendre nos missions de communication, parce que il faut peut-être se donner les moyens. Le fameux 1% de budget consacré à la communication, moi, je l'entends depuis le début de ma carrière, qui date déjà un peu maintenant. Donc, il y a peut-être la volonté pour les communicants de défendre leurs outils et leur action, qui est une action d'intérêt général. Donc, la valeur absolue, ce dont on parle, en fait, de cette distribution, elle est à mettre en relation avec l'importance du lien avec les citoyens, de l'explication, du message. Peut-être aussi, c'est une manière de dire qu'un peu plus de reconnaissance, peut-être pour la fonction de communication et l'importance de discuter et de dialoguer, parce que finalement, le journal, c'est aussi un moyen de discuter, de parler avec un objet. On le dit souvent, Didier, distribuer un journal, c'est aussi faire un pas, aller vers les personnes et montrer l'intérêt qu'on a à discuter et l'intérêt qu'elles représentent pour nous, puisque on reconnaît leur existence en allant là où elles habitent. Alors maintenant, est-ce que c'est le seul défi de la presse aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, tu as pu, toi, regarder au travers de ce jury les évolutions de la presse territoriale. Je pense qu'on va pouvoir maintenant enchaîner avec la suite. Alors, juste peut-être établir une petite vérité par rapport à effectivement, les lauréats du Grand Prix de ces 2 dernières années étaient des Bretons, et dans les nommés, moi j'ai entendu dire, il y a beaucoup de Bretons nommés. Donc l'hégémonie bretonne n'est pas si forte que ça. Fake news alors? Oui, on a repris les 26 années du prix, et les lauréats, toutes catégories confondues, on les a classés par région d'origine. La région Bretagne est 3e, vient en tête Auvergne-Rhône-Alpes, 39 lauréats, puis la région Île-de-France, puis la Bretagne.
je vous laisse regarder. Il y a des régions, ça serait bien de participer dans les années à venir, là, parce qu'il faut remonter un petit peu. Il y a des régions où il y a eu très peu de lauréats. Et la Bretagne, même s'il y a eu de nombreux nommés et primés ces dernières années, il y a eu une vague avant un peu plutôt normande, mais elle n'arrive qu'en 3e. Donc le palmarès, on va voir s'il y a des nommés, si les lauréats sont bretons. Mais en tout cas, la répartition est à peu près homogène. Mais parce qu'ils font du bruit. Ils font trop de bruit, on a l'impression qu'ils gagnent tout le temps. Ouais. Mais c'est comme les gens de Strasbourg, hein, vous savez. Les gens de Strasbourg, sur les Grands Prix Capcom, on en parle tout le temps. Mais quand on fait les statistiques, mais ils savent bien valoriser, ils savent bien faire leur communication. Objectivement, les chiffres ont parlé. La Bretagne est dans le trio de tête, mais n'est pas la première région. Très bien, merci de cette précision, Didier. Et je propose qu'on passe maintenant à la séquence suivante. Séquence suivante qui va nécessiter un changement de plateau. Hein, voilà. Ce qui veut dire que moi, Didier, je vais vous laisser et je vais vous laisser continuer ce travail en vous souhaitant bonne chance pour la présentation de ce palmarès. Coraline, je vais te laisser la place. Et oui, et on est top départ pour le lancement du générique. Bonjour à tous, vu que je ne vous ai pas encore vu. Donc, comme l'a dit Yves, je me retrouve tout de suite avec Didier pour vous annoncer le palmarès tant attendu de ce 26e prix de la presse et de l'information territoriale. Donc, pour petit rappel, ce prix, au-delà de la valorisation des lauréats, a pour vocation d'inspirer tout le réseau. Donc, c'est pour ça que nous allons prendre le temps de détailler les supports et d'avoir, grâce à Didier, le retour des jurys, les retours sur les différentes publications candidates qui ont été énoncées lors des différents temps d'évaluation. Et en fin de palmarès, nous profiterons de la révélation du Grand Prix de cette année pour échanger avec les lauréats et faire une séquence de questions-réponses avec notre président de jury, Christophe Agnus. Alors, nous commençons tout de suite par la catégorie du projet éditorial qui récompense la collectivité pour sa ligne éditoriale dans sa globalité, sa cohérence avec les objectifs de départ, l'organisation des contenus et surtout l'articulation entre les différents médias. Donc, découvrons tout de suite en vidéo les 5 nommés et le premier lauréat de cette année. Félicitations à la communauté d'agglomération du Centre Littoral Guyane qui remporte ce prix de catégorie avec son magazine Chouiti destiné aux jeunes enfants de primaire. Donc le magazine a été pensé comme un outil de participation citoyenne et vise à éveiller les consciences des jeunes enfants sur des problématiques actuelles de manière ludique pour apprendre au quotidien tout en s'amusant. Alors, je vous propose d'avoir une explication vidéo de cette publication, une explication par les auteurs de ce magazine Chouiti. C'est parti. Je vais vous présenter mon école parce que j'adore mon école. Donc Didier, maintenant que tous nos téléspectateurs en savent un peu plus sur ce magazine, peux-tu nous faire un petit retour sur les avis du jury pour le magazine? Alors des jurys, il y a 2 jurys. Il y a le jury de présélection, que l'on appelle jury bordelais, qui se réunit à Bordeaux, puis il y a le jury final, le jury de présélection retenant les nommés que vous avez pu voir
sur le site de Capcom. Donc, pour les deux jurys, Schmicky est sorti du lot, hein, tout le monde l'a remarqué. Ils ne tombent pas dans la facilité, entre guillemets. S'adresser aux enfants, c'est un peu le réflexe de certains communicants parce que ils sont plus facilement influençables. On se fait des fois plaisir, nous, communicants, pour s'adresser aux enfants. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a un vrai contenu pédagogique de sensibilisation à l'environnement qui, avec les problématiques spécifiques au territoire guyanais, c'est fait de façon intelligente, c'est très joli, c'est très agréable. Je pense qu'on peut le lire et je vous invite à aller le télécharger, même si vous n'habitez pas la Guyane, il y a des choses intéressantes. Et ils mettent bien en avant la collectivité territoriale, c'est-à-dire que ça correspond au champ de compétences de la communauté d'agglo. Et il y a un côté pédagogique, mais également essayer de faire des futurs citoyens responsables et engagés. Donc c'est vraiment une publication, tant dans le contenu que la forme, qui est très très sympathique. Voilà. Merci Didier et encore félicitations donc à la Guyane qui remporte ce prix du projet éditorial. Nous passons maintenant à la seconde catégorie qui est celle de la conception graphique qui récompense une publication pour l'efficacité de quête et de son exécution mais aussi pour ses partis pris graphiques. Alors découvrons tout de suite les 5 nommés également de cette catégorie et le lauréat. Félicitations donc à la ville de Strasbourg qui remporte le prix avec cette toute nouvelle maquette en grand format et en totale rupture avec les pratiques courantes de la presse territoriale, avec ses couleurs, ses blancs tournants, ses lettrines, ses typographies rondes et contemporaines. Tout est pensé harmonieusement pour une lecture engageante. Alors nous allons découvrir plus en détail cette publication avec la petite vidéo réalisée par les équipes de Strasbourg. À Strasbourg, la cathédrale n'a pas bougé. Mais pour le MAG, on a tout changé. On a changé de périodicité, on a changé de projet éditorial et pour finir, on a changé de maquette. Avant, il était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Bravo à donc la ville de Strasbourg pour ce prix de la conception graphique. Conception graphique, oui c'est ça, j'ai cru que je me trompais. Donc Didier, peux-tu nous dire quelques mots sur l'avis des jurys? Alors, c'est pas le plus beau, entre guillemets. Alors, quand je dis plus beau pour la conception graphique, ça va surprendre, mais par rapport, il casse certains archétypes du magazine de collectivité, format un peu magazine grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le lot, il y en a qui sont très graphiques, mais très rapidement, on se dit, ah oui, mais le graphisme prend le dessus sur la lisibilité, la lecture. Donc, il est beau, hein, il est esthétique, quand je dis, mais il ne surprend pas au premier regard. Par contre, c'est un cas d'école et un exemple à donner, je pense, dans toutes les formations en communication, en mise en page. Il est ultra rigoureux hein, dans la hiérarchie, le chapeau, la lettrine, les intertitles, l'utilisation des pictogrammes, de la typographie. Il est élégant, il est sobre, effectivement, il est quand même original. L'originalité n'est pas une fin en soi, mais il est original par son format, son pliage. Donc, il est vraiment au service de la lecture. C'est-à-dire que le graphisme ne prend pas le dessus du lecteur et il est vraiment au service de la mise en forme de l'information. Et c'est un très, très bon magazine et le jury a été très, très sensible à cela. Après, c'est le joyeux. Je ne sais pas ce qu'est un graphisme joyeux, mais peut-être que Strasbourg nous l'expliquera à l'occasion. Mais il est effectivement élégant et sobre. Ouais. D'accord. Merci Didier pour ces retours. Donc nous passons maintenant à la catégorie suivante, celle de l'iconographie,
qui récompense la qualité du traitement de l'image. Donc, ça comprend la photo, les dessins, l'infographie, donc au sein du magazine. Et l'iconographie doit se faire au service du propos et doit faire sens avec le contenu. Donc, au sein de cette catégorie iconographie, nous avons 3 nommés que nous allons découvrir à l'instant et suivis, comme vous le savez maintenant, de la révélation du lauréat. Félicitations donc à la région Bretagne qui remporte ce prix de l'iconographie avec son magazine B. Alors la place de l'iconographie dans ce magazine montre une volonté de se proposer presque comme un magazine de presse classique. La maquette est rythmée par l'iconographie, des photos pleine page, des portfolios, des infographies, des dessins de presse. Tous les formats sont au rendez-vous. Et donc à travers ce traitement iconographique, le B donne à voir la Bretagne telle qu'elle est, authentique et dans sa vraie forme. Donc, je vous propose tout de suite de découvrir les dessous de ce magazine B en vidéo. Didier, qu'est-ce que les jurys ont pensé de ce magazine B et pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi? Pour son iconographie, alors pas que la photo, les dessins, je ne sais pas si vous avez vu, mais à travers la vidéo, on a vu une abeille. Il y a, dans le numéro 3, il y avait une amie-vite, une belle amie-vite sur une double page dessinée parce que le créateur de la voiture était originaire de Bretagne. Non, il y a une grande place laissée aux photos. Il y a même une rubrique de 6 pages avec des légendes consacrée qu'à la photo, alors même si le territoire régional est très très beau, la Bretagne est très photogénique, mais elle est très bien utilisée. Il y a effectivement différentes tailles de format, des fois tantôt les pleines pages, c'est-à-dire que là encore, on ne met pas de belles photos pour mettre de belles photos. Les belles photos sont souvent avec la présence d'humains et elles sont là pour accompagner, voire donner une information, en tout cas accompagner le texte, l'information écrite. Donc c'est une très bonne utilisation et la plupart du temps en faisant appel à des photographes professionnels et bien sûr pas de banque d'images. D'accord, merci beaucoup. Alors, place maintenant à la catégorie de la publication interne. Donc, comme son nom l'indique, elle récompense un magazine ou un journal interne destiné aux agents d'une collectivité ou d'une institution publique. Donc, place à la présentation des 3 nommés de la catégorie et du lauréat. Félicitations à l'agglomération d'Ambéry qui remporte ce prix avec C'est entre vous, un magazine distribué chaque trimestre en 620 exemplaires aux agents. Donc c'est un magazine qui se veut fédérateur et rythmé. Et rubrique après rubrique, le lecteur est invité à venir picorer les informations qu'il souhaite. Il peut revenir à la lecture, tout lire d'un coup. C'est vraiment à la carte. Donc je vous propose une petite présentation vidéo de ce magazine. C'est entre nous, c'est le journal des agents de Grand Chambéry. Un journal utile, direct, en lien avec la vie au travail. Un journal qui donne rendez-vous tous les 3 mois aux agents. Un journal qui met en avant les agents à travers des portraits, des témoignages, des photos. Une tonalité directe et simple, des traitements multiples, différentes formes d'articles.
5 rubriques, tout en accord avec le titre du journal. C'est à la une, c'est à vous, c'est nous tous, c'est à savoir, c'est à suivre. Une complémentarité avec l'intranet Wifi, une mise en page rythmée, créative et colorée, des pictos pour donner du dynamisme, des portraits façon Polaroid, des surtitres pour compléter l'information, une têtière forte clairement identifiable pour une première de couverture visuelle et accrocheuse. Félicitations à tous les membres de l'équipe de com interne de l'agglomération du Grand Chambéry. Alors Didier, souhaites-tu rajouter quelque chose, ce qui a fait pencher le cœur du jury Alors, moi j'ai tendance à dire très souvent que le titre d'un bulletin interne n'est pas neutre et il induit le contenu. Et là, ça s'appelle « C'est entre nous ». Et bien, sans surprise, c'est entre eux. C'est-à-dire que les agents sont très présents. Ils sont très présents en photo, on l'a vu à travers la vidéo. Ils sont présents également dans les articles. On voit que c'est un magazine fait pour les agents et entre eux, les agents. Donc, c'est la vie des services. Donc, il y a adéquation entre le titre et le contenu. Et il y a une très bonne complémentarité avec les outils digitaux. On a un petit peu moins de candidatures dans la catégorie bulletin interne ces 2 dernières années. Je pense qu'il y a un transfert assez important vers des newsletters. Et là, donc il y a beaucoup de renvois vers l'intranet et vers on voit que le traitement d'information est assez sous la forme de brèves, assez souvent sous la forme de brèves et d'images, et on renvoie vers des compléments sur l'intranet. Donc, c'est tout ce que l'on peut attendre d'un bon bulletin interne. Super, merci beaucoup Didier pour ces quelques mots. Alors, place maintenant à la catégorie Plume d'Or, dont le président du jury, Christophe Agnus, a commencé à vous teaser un peu le résultat tout à l'heure en parlant du style particulier du vainqueur. Alors, cette catégorie récompense la qualité de l'écriture d'un portrait envoyé par les candidats, remarquable par son ton, son angle, son style. L'écriture doit être au service d'un message, d'un positionnement. Donc, lumière sur les 5 nommés de la catégorie et révélation du candidat du lauréat, juste après. Et voilà, la fin du suspense est là. C'est la ville de Nîmes avec son portrait de lieu, les Halles fêtent leurs 140 ans, qui remporte ce prix. Alors, portrait de lieu, oui, mais pas que, parce que les Halles, qui se racontent dans 4 pages de dossier, c'est des secrets d'histoire et des secrets d'acteurs quotidiens de ces Halles, que ce soit des commerçants, des clients, des étaliers, etc. Donc, le lauréat de Nîmes nous explique tout de suite, avec une super vidéo, les dessous de ce portrait. Vivre Nîmes, c'est le mensuel de la ville de Nîmes. Un magazine tiré à 81 000 exemplaires qui traite de l'actualité de la ville et de ses habitants, distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres. Cette année, les Halles de Nîmes fêtent leur 140e anniversaire. En février, pour le 215e numéro de Vivre Nîmes, l'équipe a donc décidé de consacrer la une et un dossier spécial de 8 pages à cet événement et au marché couvert nîmois. L'équipe, c'est Dans ce dossier, on a choisi ensemble plusieurs angles. Histoire, avec des documents d'archives,
portraits, reportages de nuit dans les coulisses, gastronomie, festivités, le tout décliné sur le web et les réseaux sociaux avec des vidéos, des documents inédits. Vivre Nîmes, c'est un magazine qu'on a voulu tonique, moderne, avec des contenus où on soigne la forme et le fond. Et en interne, Vivre Nîmes, c'est surtout une rédaction dont je suis extrêmement fier, qui travaille au quotidien avec rigueur et sérieux, sans jamais se prendre au sérieux. Merci Capcom. Donc voilà, Christophe Agnus ne nous avait pas menti. Il s'agit bien d'un portrait avec un ton décalé, comme vous avez pu le voir à la petite vidéo qui nous a été présentée à l'instant. Alors Didier, qu'est-ce qui a fait pencher le jury vers les 140 ans des Halles? Il y a eu énormément de discussions, tant dans le jury de sélection que le jury final, pour savoir si on devait le traiter comme un véritable portrait. C'est un portrait de lieu et pas le portrait classique d'une personne. Un mot sur la catégorie qui remporte un grand succès depuis que l'on demande de candidater avec un portrait. On a énormément de candidatures et c'est très très plaisant à lire et ça rassure sur voir qu'il y a un vrai effort au niveau de la qualité rédactionnelle. Et donc là, ça a été récompensé par le ton, vraiment la qualité, l'humour qui transparaît dans la vidéo. Hein. Je vous donne juste quelques exemples. En fait, il y avait une série de portraits de commerçants. Hein, c'est le fromager n'est pas du genre coulant, les bouchers en coupe réglée, les poissonniers ne restent pas de glace. Il y a plein de petits jeux de mots, d'humour dans la rédaction, tout en étant avec un contenu sérieux qui partage la mémoire vivante de ces lieux. Nîmes a eu le Grand Prix en 2019 et le magazine, c'est toujours agréable de voir que le magazine surfe toujours sur cette qualité et poursuit son travail aussi bien d'ailleurs dans la photo que dans la rédaction. Et donc, à l'unanimité, une fois qu'on a réglé le problème de savoir est-ce que ça pouvait être jugé comme un portrait d'une simple personne, Nîmes est sorti du lot sans aucun problème. Voilà, bon, Didier a tout résumé. Alors, la prochaine catégorie, mais les petits plonneurs, c'est-à-dire les communes de moins de 10 000 habitants qui publient périodiquement une publication. Alors, nous passons aux 3 nommés de cette catégorie et le lauréat, vous connaissez la musique, en fin de vidéo. Alors, la simplicité et la proximité sont au cœur de cette catégorie Petit Pousset et la ville d'Ornans l'a bien compris. Donc, félicitations à cette commune de 4400 habitants environ du département du Doubs. Donc, Ornans, Vallée de Vie, c'est un bimestriel de 20 pages de 20 ou 16 pages qui se veut ancré dans l'actualité. Et la refonte de 2022 a vu donc le nombre de pages baisser et la périodicité augmenter pour une actualité toujours plus directe. Et le magazine est conçu et imprimé à l'imprimerie de la commune. Donc, ce n'est pas rien. Donc, tout de suite, découvrons la vidéo de présentation de ce Petit Pousset lauréat 2024. Ornans, c'est la ville de Gustave Courbet, la saucisse ornanaise, quelques entreprises au rayonnement international, des Indiens, mais ça, on vous expliquera plus tard, des sports outdoor. Bref, avec 4500 habitants, il faut bien un magazine à la hauteur. Notre magazine se veut ancré dans l'actualité avec des articles brefs, percutants et attractifs. Mais concrètement, avant d'arriver à ce résultat, voici ce qu'il se passe. Plusieurs dizaines de coups de fil passés, quelques exercices de souplesse et prendre quelques risques pour présenter les entreprises du coin. Mais c'est surtout un vrai travail de journaliste et quand on croit qu'on a fait le plus dur avec la rédaction, Julie, la graphiste de l'imprimerie Ornans, a bien de la patience. Une fois le BAT validé, la magie opère chez l'imprimeur Simon. Depuis la refonte, on est passé à un format 16 pages, ce qui permet de réduire la consommation de papier. Voilà, le magazine municipal Ornans Vallée de Vie, c'est un peu tout ça, mais c'est surtout beaucoup d'investissements, des craquages et des fous rires. Alors, Didier, quel retour ont fait les jurys et pourquoi est-ce qu'ils ont désigné Ornans comme lauréat de cette catégorie? Ornans avait été déjà nommé l'année dernière.
s'était passé très très près d'être lauréat de la catégorie. Vous l'avez vu en image, hein, il n'a rien à envier à des publications de plus grandes collectivités. Plusieurs membres du jury ont dit, mais on devrait même presque le primer dans une autre catégorie et pas uniquement dans ce que Nastasia appelait les petits poulets, les petits poussés, donc moins de 10 000. Alors, dans cette catégorie, il y a quand même de gros écarts, hein. On a un petit clin d'œil à Choisette, 500 habitants, qui a une publication qui, pour une région de 500 habitants, est quand même assez remarquable. Mais oui, on n'a pas la même actualité, on n'a pas les mêmes ressources humaines, techniques, financières pour 5000 habitants que pour des grandes collectivités. Mais il est très qualitatif et peut-être un peu ce que l'on disait tout à l'heure avec Yves, ils se sont donné les moyens d'avoir une communication qualitative et de pouvoir informer les habitants régulièrement avec en plus une fierté de disposer d'un outil de communication qui soit qualitatif, graphique, etc. Et en plus, il a l'air de faire bon vivre au service com d'Ornans. Alors, la catégorie suivante est le prix des étudiants. Alors, cette catégorie est le fruit d'une sélection attentive et exigeante opérée par les étudiants de la licence, tu me dis, si je me trompe Didier, information territoriale de l'université Bordeaux-Montagne-ISIC. C'est cela. C'est cela. Alors, nous allons tout de suite découvrir le lauréat. C'est parti. Félicitations donc à la ville de Riom, comme vous pouvez le voir, petite ville d'Auvergne, si mes souvenirs sont bons. Alors, nous allons tout de suite regarder ce qu'ils nous disent, ce que la ville de Riom a à nous expliquer par rapport à leur publication. Alors, désolé Didier, mais cette fois, ce n'est pas toi qui auras l'honneur de nous expliquer les raisons qui ont poussé le jury étudiant à faire ce choix de Riom. Peut-être que tu pourras compléter les propos de notre étudiant par la suite. Donc, nous allons accueillir Antoine, qui est l'un des membres de la promotion. Antoine, bienvenue, bonjour. Bonjour. Tu fais partie de la licence qui a décerné ce prix. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi de récompenser Riom? Déjà, je tiens à féliciter tous les candidats et toutes leurs candidatures. On a vraiment pris beaucoup de plaisir avec ma formation à éplucher tous les magazines qu'on a reçus et donc à faire notre classement et décerner notre prix. Donc pourquoi la ville de Riom, pourquoi on a choisi de décerner ce prix à la ville de Riom? Tout d'abord, on a beaucoup débattu, nous, dans notre formation, notre petit jury. On n'était pas tous d'accord, mais là, on était tous d'accord, finalement, c'est que la ville de Riom, enfin, ce magazine, n'a laissé personne indifférent. On a tous été marqués par ce magazine, même visuellement, et puis après en rentrant un peu plus dans les détails, il n'a jamais laissé indifférent. Donc on a été beaucoup marqué par la charte graphique qui était vraiment en décalage par rapport à tous les autres magazines. On a aimé la prise de risque, notamment dans la couverture, une couverture très imagée. On a trouvé que c'était un magazine qui se démarquait vraiment des autres magazines territoriaux. On a aimé la transparence on a aimé beaucoup cette transparence de la part des auteurs du magazine auprès des habitants. On a trouvé que tous les sujets étaient intéressants, même lorsqu'on n'habitait pas forcément la ville.
Et donc, on a aimé aussi beaucoup la qualité de la rédaction. Et donc voilà, on trouvait que c'était un magazine intéressant, un magazine très intéressant, et que on se devait finalement de le récompenser dans notre catégorie en tant que prix étudiant, puisque on trouvait que c'était un sujet, des sujets qui étaient abordés de manière à plaire, qui nous ont plu beaucoup. Et même dans la charte graphique, on trouvait que c'était quelque chose d'attrayant pour les jeunes. Donc voilà pourquoi on a choisi ce magazine. Merci Antoine. Peut-être que Didier, tu as un mot à ajouter pour compléter, ou bien. Alors, effectivement, juste dire que ce n'est pas un prix de mon catégorie. Le prix, c'est toute la promotion qui étudie toute une journée complète, une sélection de publications. C'est leur cœur de formation. Ils sont formés pour travailler au dispositif média des collectivités territoriales. Donc, on leur demande pas uniquement de dire j'aime, j'aime pas. Ils sont très pédagogiques, ils sont obligés d'argumenter, d'expliquer. Et Antoine l'a très bien dit, un rayon ne laisse pas indifférent. Alors là, dans tous les jurys, on n'aime pas, mais on le remarque. On le remarque graphiquement, on le remarque dans le fond du contenu. Moi, je vous invite vraiment, comme tous les nommés, mais allez consulter celui de Rayon. Et moi, je suis très content, et je pense que Rayon peut être fier qu'un public jeune, comme a tout expliqué Antoine, soit sensible aussi à cela. C'est peut-être signe que le papier n'est pas complètement périmé et qu'on peut encore aller intéresser les publics jeunes. Certes, ce sont des professionnels de la com qui sont formés à cela, mais graphiquement, ça les a attirés, ça les a pas laissés indifférents, même si je sais par d'autres étudiants de la promo qu'il y a eu des débats assez intenses, qui m'a dit, c'est Antoine qui va aller présenter le prix, parce que tout il assume, il a tellement voulu défendre Rayon. Donc, ça laisse pas indifférent. Ça peut être, et Christophe va en parler, président du jury, et donc je suis très content que Rayon apparaisse dans le palmarès. Et en plus, Didier, tu disais que là, il avait plu aux jeunes, ce magazine a plu aux jeunes, et c'était l'un des objectifs de Rayon qui le disait lors de leur inscription. Ils voulaient réintéresser les citoyens, tous les citoyens, même les plus jeunes, à la vie de la commune, et donc ce prix étudiant prend tout son sens, et on peut dire que leur objectif est rempli, finalement. Donc Antoine, est-ce que tu veux rajouter un petit mot, ou est-ce que c'est OK pour toi? Je voulais juste dire qu'on était très heureux d'avoir participé à cette cérémonie et d'avoir pu remettre ce prix étudiant. C'est le plaisir partagé, donc merci beaucoup à toi et toute ta promo pour votre investissement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je m'en doute, vous ne tenez plus en place, vous voulez absolument savoir qui est le grand vainqueur de cette année, mais patience, il nous reste une catégorie. Ça a marché, je vois dans les coulisses que c'était le moment, mais non, il nous reste le prix de la une, donc qui, comme son nom l'indique, récompense la une d'un numéro. Avant tout, pour son efficacité, elle doit attirer le regard et donner envie d'ouvrir le magazine, mais elle doit aussi être en cohérence avec le contenu, et ce n'est pas si simple qu'on le pense. Donc 9 candidats étaient nommés pour cette catégorie. Nous allons donc tout de suite revoir qui fait partie des nommés et qui est le grand lauréat du prix de la une. Mais à quoi servent les retraités? Alors avec des titres toujours percutants et une volonté de susciter la curiosité et d'innover en termes de presse territoriale, c'est le département de Loire-Atlantique qui remporte le prix de la une. Alors, photo fait maison ou non, résultat en vidéo, enfin réponse pardon en vidéo.
Donc maintenant que tout le monde a la recette magique pour faire une de qualité, Didier, peux-tu nous dire ce qui a suscité le choix des membres du jury? D'avoir osé. Le titre, il est quand même assez rare d'avoir des titres incitatifs de ce niveau dans la presse territoriale. On pourrait même regarder, parce que c'est bien le magazine de la collectivité. C'est vraies habitantes, Marie-Claire et Elisabeth, donc c'est un vrai travail de photographe rattaché à la communication. C'est pas le seul titre, hein. Il y avait Tout bio, Renaud Tout bio, il y avait d'autres. Tout le monde veut être donc ORS, avec une prise de risque, hein. J'imagine que les élus, des fois, qui sont réticents pour des coups, des unes beaucoup plus banales que celle-ci, il a peut-être fallu négocier. Le magazine d'ailleurs, qui est très bien par ailleurs, il n'est pas bien que pour ces unes, hein. Le magazine de Loire-Atlantique est une très bonne publication, très complète, avec plein d'idées intéressante dans laquelle vous pouvez piocher et faire votre benchmark. Mais vraiment, le jury a trouvé cette une, d'une part, efficace, elle interpelle, et en plus, la photo est belle, enfin, elle remplit tous les critères d'une très bonne une. Voilà. Merci Didier, et merci pour... c'est vraiment fini, parce que Christophe va te remplacer pour faire part du grand lauréat du prix de la presse et de l'information territoriale. Donc merci beaucoup Didier pour la participation à tous ces jurys et pour ta présence et ton professionnalisme aujourd'hui. Alors, j'invite Christophe donc à me rejoindre. Prenez place. Alors, c'est donc maintenant l'heure de révéler le grand lauréat du 26e prix de l'information et de la presse et de l'information territoriale. Alors, on va pas laisser le suspense durer plus longtemps. On va apprendre en vidéo qui est le grand lauréat et ensuite on pourra voir leurs explications et échanger ensemble. Alors, vidéo, c'est parti. Et donc, Christophe, nous pouvons l'annoncer ensemble, c'est la ville et métropole de Rennes qui remporte le grand prix de la presse et de l'information territoriale pour leur magazine Ici Rennes. Alors, avant d'avoir les explications en direct des lauréats et avant que Andréane ne prenne ma place pour échanger avec vous, nous allons avoir la petite explication vidéo, la dernière, de la ville et métropole de Rennes sur les dessous de leur magazine. Bravo donc au projet global de la ville et de la métropole de Rennes. Christophe, on peut peut-être commencer tout de suite par les mots du jury et ce que vous pouvez en rapporter. Oui, c'est très intéressant la discussion autour de ce journal, parce que le journal revenait régulièrement dans les différentes catégories. À chaque fois, on faisait référence, on trouvait que ce journal avait plein de qualités et on voulait régulièrement, il était en bagarre pour avoir un prix, quoi. Et c'est pour ça qu'à la fin, on s'est dit, mais attends, il match à tellement d'endroits qu'il faut lui donner le grand prix, parce qu'il était à la fois extrêmement original, cette conception, d'éco-conception, de faire que aussi la communauté et la ville ensemble font ce journal, c'est très original, et puis ça permettait d'éviter des gains, enfin de faire des gains de distribution, de faire, etc. Enfin, il y avait plein de bonnes idées dedans.
c'était bien fait, c'était bien construit, un effort éco-responsable très, très grand. À chaque fois qu'on regardait le truc, on se disait c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait Rennes, voilà. Et donc à la fin, on s'est dit c'est logique de leur donner le Grand Prix. Bon, et bien donc on va leur donner la parole maintenant. Ouais. Donc Pierre-Mathieu Defossé, Marie-Laure Moreau, vous êtes avec nous. On va peut-être vous entendre et vous allez répondre aussi peut-être à quelques questions qu'on a très envie de vous poser. Pierre-Mathieu Defossé, tu es rédacteur en chef de la ville et de la métropole de Rennes. Marie-Laure Moreau, tu es responsable du service information multimédia de la ville et de la métropole de Rennes. Bravo à tous les deux et puis à l'équipe et au travail d'équipe qui est derrière vous. Pierre, j'ai peut-être une petite question, une première question pour toi. En fait, dans le projet éditorial, le projet du magazine ou du journal, était noté notamment une volonté de faire revenir les moins de 40 ans ou de fidéliser les moins de 40 ans. Est-ce que vous avez des indices que ça marche? Et puis surtout, livrez-nous les moyens que vous avez mis en place pour cette cible un peu plus jeune. Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour ce prix qui nous fait forcément très très plaisir. Donc effectivement, l'enjeu de reconquérir les moins de 40 ans, puisque une enquête de lectorat qu'on a fait entre 2021 et 2022 montrait qu'on avait baissé sur cette cible, donc c'était un de nos objectifs. Alors, est-ce qu'on y est parvenu? Je crois qu'il faut clairement rester modeste sur ce genre de choses. On joue clairement pas à armes égales avec les experts en addictologie qui ont créé les algorithmes de TikTok et d'Instagram. Donc voilà, on compte pas rivaliser avec eux, mais en tout cas, on essaye de se donner tous les moyens possibles pour le faire, pour les intéresser. Donc ça passe par une grande variété des sujets et des propositions en couverture. On a pris le parti d'avoir une couverture qui soit à moitié un sommaire avec pas mal de propositions en se disant comme ça on pourra intéresser un maximum de monde. On a en réponse à une forte attente des moins de 40 ans qu'on avait ciblée en enquête qualitative pendant l'enquête de lectorat, on a décidé de répondre à leur principale demande qui était d'avoir des propositions de sortie dans le journal. Donc on a créé une rubrique dédiée qui s'appelle tout simplement Sortir, avec un agenda qui avait disparu de notre magazine depuis quelques années et qui est revenu, mais aussi avec des propositions de sortie qui sont plus éditorialisées et également une page échappée belle qui donne une grande place à la photo et on invite à découvrir un petit coin de territoire. Sur ce sujet, on a également créé, ça existait déjà dans le magazine municipal, puisque désormais, donc c'est un journal 2 en 1 avec qui est distribué dans toute la métropole, avec à l'intérieur un journal municipal distribué pour le coup là uniquement sur la ville de Rennes. Et donc dans le précédent magazine municipal existait une rubrique dédiée aux enfants et on a poursuivi cette idée en créant le Petit Canard pour les 6-11 ans, donc une double page illustrée, très pédagogique sur des sujets qui intéressent les enfants. Voilà, avec le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est quand la direction de l'éducation nous demande d'annoncer des choses sur la rentrée scolaire qui s'adressent aux parents et non aux enfants. Autre chose, on cherche à faire participer le plus possible des lecteurs, donc à travers des cartes blanches, des invitations, et puis d'une manière générale, on a un gros travail pour donner de la légitimité, de la crédibilité à notre journal, en faisant appel à l'expertise de spécialistes. Et voilà, sur cette question, donc on a des retours positifs, notamment lorsqu'on va rencontrer nos lecteurs et lectrices, qu'on essaye de faire en allant sur les marchés de temps en temps. Mais c'est clair que pour objectiver ça, il faudra qu'on refasse une enquête de lectorat. Et ceci ayant un coût, ce sera peut-être pas tout de suite. Justement,
justement, quand tu parles d'aller à la rencontre, j'imagine que sur les marchés, vous prenez le temps de distribuer, en même temps de remettre le journal. Peut-être que pour revenir, pour faire le lien avec le début de notre webinaire et notamment cette question sur la distribution, est-ce que vous êtes en train de réorganiser votre distribution? Est-ce que vous avez été obligé de changer des choses? Comment vous entrevoyez cette distribution à l'échelle d'une grosse métropole? Oui, bah ouais, c'est assez brûlant d'actualité, effectivement, cette question, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Bah, nous, notre prestataire, justement, c'était jusque-là Mili, donc qui cesse la distribution toute boîte cet été. Donc on avait mis plein de choses en place dans notre précédent marché pour justement assurer un contrôle un peu plus soutenu et puis s'assurer que la distribution se rapprochait autant que possible du 100% de boîtes aux lettres livrées. Mais là on est en pleine remise en question. En tout cas, on lance un nouveau marché, on va faire appel à la concurrence et on a nos élus qui estiment, comme c'est notre cas aussi, que c'est nécessaire de poursuivre la distribution toute boîte, clairement dans un souci de traitement équitable des habitants. Et nos élus, ce qui nous a fait plaisir, ont souligné l'important travail qui est mené par notre équipe pour répondre aux enjeux d'information de la population. Et donc voilà, nous incite à continuer en toute boîte. Donc le coût va forcément sans doute augmenter, mais c'est porté politiquement en tout cas. Et puis sinon, pour rejoindre ce qu'on évoquait là brièvement sur la distribution sur les marchés, on a une vraie ambition d'aller plus en direction de nos lecteurs. C'est une intention qu'on a commencé à mettre en place, mais qu'on aimerait vraiment développer. Et on essaye aussi, pour compléter la distribution toute boîte, d'être présent dans soit des lieux de passage, donc en l'occurrence à Rennes, les stations de métro, ou des endroits comme les mairies, les bibliothèques des différentes communes de la métropole, pour boucher les trous. Très bien, merci pour ce partage tout à fait transparent et bien utile. Marie-Laure, en tant que responsable du service information multimédia, j'imagine bien qu'au-delà de la distribution réelle dans l'espace public, j'imagine que la partie web est aussi évidemment concernée. Vous parlez dans le projet d'aller du papier au numérique. Ça veut dire quoi, cette partition du papier au numérique? Alors, si on revient à la fameuse étude de 2021-2022, on avait effectivement bien vu cette montée en puissance de l'utilisation des réseaux sociaux et du web pour consulter nos informations sur des services en ligne prioritairement, mais les dernières personnes, les derniers habitants que nous avons rencontrés dans le cadre de la refonte du site internet qui est en cours, nous ont dit à quel point ils avaient envie et besoin de retrouver également de l'information en ligne. Donc la démarche qui a été la nôtre au moment de la refonte du magazine en 2022-2023, évidemment qu'elle se poursuit sur l'ensemble de nos supports. Nous avons terminé très récemment la refonte de notre positionnement sur les réseaux sociaux dans un objectif de sobriété éditoriale. Avec donc ce double angle de ne pas surcharger notre communication sur les réseaux sociaux et de ne pas trop encombrer l'espace mental ni des agents ni des habitants, mais quand même de tirer mieux parti de chacun des réseaux sociaux, avec ses spécificités. Donc, on a repositionné, par exemple, de l'actualité sur Instagram. Et nous allons poursuivre ce travail-là en refondant donc le site internet. On est en train de sélectionner notre prestataire
Et dans le site internet, on aura vraiment une partie servicielle, donc qui aura trait à la vie pratique et à l'explication des politiques publiques, mais aussi à réintroduire de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile d'accès la consultation des actualités. Et là, on aura vraiment une complémentarité de publication plurimédia entre les contenus du print et les contenus du web pour essayer de toucher les différents publics, les différentes tranches d'âge, les différentes habitudes de consultation d'actualité. Eh ben c'est passionnant et vous avez bien voulu nous livrer un peu plus de précision sur votre stratégie, notamment de sobriété sur les réseaux sociaux et qui ont fait l'objet de la une de la newsletter de Point commun, donc la newsletter de Capcom hier. Tout à fait. Donc c'est à retrouver dans la newsletter, mais aussi sur le site internet de Capcom, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Christophe, on va faire le lien également parce que un des piliers, un des 4 points que Rennes évoque pour appuyer sa stratégie éditoriale pour le journal, c'est le journalisme de solution, qui n'est pas totalement étranger ni à Christophe ni à Rennes. Voilà, est-ce que moi j'ai une question d'abord pour Rennes et puis peut-être que vous pourrez réagir, Christophe. Comment vous avez intégré cette démarche de journalisme de solution? Est-ce que c'est de la veille, de la curiosité? Est-ce que vous vous êtes formé? Est-ce que vous avez des sources d'inspiration à nous partager? Voilà, comment vous avez fait? Pierre ou Marie-Laure? Si vous voulez, je peux commencer à répondre et puis peut-être que Pierre complétera si besoin. Ça fait longtemps que à Rennes, parfois politique tout simplement, nous avons l'occasion de publier vraiment régulièrement des sujets, on va dire, ayant trait à la transition, pour faire large. En revanche, le fait d'avoir organisé pour toute l'équipe une formation au journalisme de solution avec une personne qui s'appelle Delphine Taillac et qui nous a été recommandée par West Media Lab de Nantes. Donc nous avons fait une journée de formation avec cette personne et je dirais que quelque part ça nous a décomplexés. Ce qu'on arrivait à faire, c'était de montrer des initiatives du terrain, c'est-à-dire autant des initiatives portées par la collectivité, mais aussi par des associations, voire par des individus. C'était un peu plus difficile d'arriver à jauger de l'engagement d'une entreprise parce que la difficulté, c'est de porter du crédit à une action d'une entreprise et tout en gardant peut-être un peu de distance avec ça. Le journalisme de solution, là où il nous a débugué, j'ai envie de dire, c'était de dire le journalisme de solution, ça n'est pas un journalisme des bonnes nouvelles. C'est une façon d'aborder les sujets, je dirais honnêtement, tout simplement, de les déplier et d'expliquer et de montrer comment sur un territoire tel ou tel acteur a raisonné pour pouvoir répondre à la problématique. Et ce cheminement finalement, on le décrit, y compris dans ses limites quand il y en a. Voilà, le journalisme de solution, c'est pas juste, c'est pas un journalisme uniquement de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est de voir qu'il y a une pluralité d'acteurs sur le territoire qui marchent dans le même sens et montrer quelque part que voilà, les choses sont possibles, quitte à faire un devoir d'inventaire ensuite, quoi. Eh ben Christophe, il faut réagir tout de suite. Non, parce qu'effectivement, moi, c'est la première chose que je dis quand je présente le journalisme de solution. Je commence par dire ce n'est pas de bonnes nouvelles. C'est la première chose que je dis. Le journalisme de solution, c'est du journalisme complet. C'est-à-dire que on se contente pas de décrire une proposition, un problème. On regarde effectivement quelles sont les solutions qui ont été apportées à droite à gauche et on mesure les solutions. Exactement ce qui vient d'être dit. Essayer de savoir est-ce que ça marche vraiment. Dire que l'idée c'est pas juste de dire c'est génial ce qu'ils font. C'est non. Il y avait une problématique, ils ont proposé ça et voilà les résultats que ça donne. Et puis évidemment si ça marche pas, il faut le dire. Voilà, c'est du vrai journalisme et c'est du journalisme complet. Et pas seulement, c'est surtout pas du journalisme de bonnes nouvelles. Donc, je suis content d'entendre que ça a parfaitement été compris ici, quoi. Voilà.
Et alors, est-ce que ce journalisme-là, il peut permettre de rétablir un lien de confiance Oui, en local? c'est tout l'idée, c'est que le journaliste de solution, il montre que les choses sont possibles, il n'arrête pas sur une problématique qui peut être déprimante, il montre des pistes de solutions, des essais, même des échecs, mais brusquement, il dit que l'action est possible pour essayer de répondre à ce problème. Et donc, ça remet les gens en envie d'agir. On l'appelle parfois du journaliste qui donne envie d'agir. C'est-à-dire que brusquement, ça peut associer les gens se dire, bah, moi aussi, là où je suis, je peux essayer de voir s'il n'y a pas une façon de faire, si prendre les idées à droite à gauche et trouver la solution qui correspond à mon problème. Et c'est ça qui est bien, parce que ça transforme un journaliste qui peut être simplement déprimant en un journaliste qui dit ah ben non, on peut agir, et ensemble, souvent c'est ensemble, et on va s'inspirer les uns et les autres pour trouver des solutions. C'est un journaliste que je considère être absolument encore plus important aujourd'hui que jamais, vu ce qui se passe et voilà ce qu'on vit actuellement, quoi. C'est un journaliste qui est aujourd'hui vital pour notre société. Moi, je suis un peu. On est engagé, Voilà. enthousiaste. Et moi, dans l'enthousiasme de ce prix, j'ai même pas demandé à Rennes de nous montrer son magnifique trophée. Ah oui. Le trophée du Il est là. prix de la presse et de l'information territoriale. Voilà, magnifique. Donc, c'est un trophée. J'ai du mal à le montrer entier. Voilà. Pochette qui nous accompagne tous les ans et qui est réalisé notamment avec des feuilles du journal. Donc, il est totalement unique. Et cette année, très inspirée autour du coquelicot quand même. Hein. Très symbolique. Voilà, donc c'est une réalisation unique de fait Crochette. Bravo à Rennes. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure, beaucoup. Pierre, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Est-ce que vous avez des envies de nous partager avant qu'on clôture cette cérémonie? Oui, je voudrais juste ajouter un dernier élément. Notre démarche, elle est à partager. On souhaite vraiment la partager, notamment sur les évolutions dont on parlait tout à l'heure, effectivement sur le numérique responsable qui va guider la refonte du site internet et qui a guidé le repositionnement des réseaux sociaux. Nous avons décidé de mettre en partage notre réflexion et nos documents sur un site internet qui s'appelle Comnum, et nous aurons plaisir aussi à rencontrer les collègues lors d'un prochain Capcom pour échanger et faire le point sur tout plein de sujets, y compris la distribution évidemment qui nous préoccupe beaucoup tous. Absolument, et il est certain que les portes Capcom sont grandement ouvertes à ce partage d'expérience. Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir dans Point commun, mais également au forum Capcom de décembre. C'est d'ailleurs maintenant que je vais libérer Christophe. Je peux dire 2 mots juste pour. Bravo. Tu m'autorises? Qui va pouvoir donner son micro à Yves. Et Pierre, pardon, Pierre. Oui, non, mais j'en ai pour une seconde. C'est juste que je voulais profiter de l'occasion, pour remercier Capcom, pour remercier aussi la créatrice Amandine qui a fait cette magnifique création. Et puis, juste pour dire qu'un journal, c'est beaucoup de travail, c'est un travail collectif. Et donc voilà, je voulais clairement remercier tous les collègues, toute l'équipe. Alors non seulement les journalistes, les photographes, les graphistes, mais aussi chez nous les chargés de communication, les attachés de presse qui participent aussi indirectement, mais qui participent clairement à notre journal. Et voilà, rappeler que on faisait rien sans moyens humains. Nécessaire. Merci. Et puis tu as évoqué également le partage politique en interne qui facilite le travail des agents quand il y a un vrai projet. Voilà. Bravo Rennes. Et donc merci. Rejointe. Ouais. Pour clôturer cette cérémonie, on va surtout se donner des prochains rendez-vous. Oui, alors avec beaucoup d'espoir, parce qu'il y a déjà un rendez-vous ce week-end.
Donc, on va déjà passer le week-end et puis on va s'intéresser à la vie citoyenne et au formidable travail de relations citoyens et tout ce qu'on fait ici et tout ce dont on parle, rappelons-le, c'est pour soigner la relation, pour maintenir un lien démocratique. Ce sont quand même des choses qui sont importantes et que ce dialogue, il ne faut pas le rompre et on aura l'occasion d'en reparler, j'en suis certain, et d'évoquer tout le soin qu'on peut apporter à la relation. Mais ces rendez-vous, ils sont dans très peu de temps, puisque d'abord, on va pouvoir se rencontrer autour d'un bon verre d'apéritif et de points communs qui sort pendant l'été. Oui, absolument. Déjà. Des points communs qui sortent. Des points communs, c'est vrai. On maintient le lien tous les importants. Donc, on est là, on est avec vous et on reviendra un peu sur l'actualité de l'année avec notre infolettre. Et puis, bien sûr, après, il y a d'autres dates. Les RMIT. Les RMIT, alors c'est un nom horrible, un acronyme horrible pour dire les rencontres du marketing et de l'identité des territoires. Oui, le facile à lire et à comprendre. Tu voilà. as raison. Parlons clair. Qui se tiendra au Louvre-Lens les 11 et 12 septembre. Donc ce sera notre rendez-vous de rentrée. Vous avez tout l'été pour vous inscrire. Un deuxième rendez-vous un peu plus tard et pas très loin de ce qu'on vient de vivre sur cette fin de séquence. Le 10 et le 11 octobre. On sera donc à Rennes, qui accueille les rencontres nationales de la communication numérique. Et merci encore à la ville et à la métropole de Rennes pour son accueil. Et on parlera de sobriété d'ailleurs. Entre autres, oui. Et puis on clôturera l'année avec le 36e Forum Capcom qui se tiendra les 10, 11 et 12 décembre à Lille. Voilà, et on se retrouvera très vite. Le Forum Capcom, c'est aussi le moment de la remise du Grand Prix. Et donc, si je remonte le fil, vous avez tout l'été, à partir de maintenant et jusqu'au 15 octobre, pour candidater au Grand Prix de la communication publique et territoriale. On attend vos dossiers. Quand on a un palmarès aussi beau, ça peut que vous donner envie de valoriser vos équipes, de faire reconnaître le travail engagé depuis sur un certain nombre de mois, sur plusieurs mois. Donc profitez-en, candidatez. On attend vos dossiers avec impatience. Je te laisse le mot de la fin, Yves. Oui, alors d'abord le mot de la fin, c'est pour te féliciter, Andréane. Magnifique remise de prix, très belle cérémonie qui s'est passée dans ces locaux qu'on retrouvera peut-être pas l'an prochain. J'ai le suspense aussi, mais il va falloir qu'on passe au studio. Hein. On m'a fait une remarque, on m'a dit que les plantes vertes, ça suffit. Monsieur Agnus. Donc la prochaine fois, on fera un fond vert. Enfin bon, vous avez des trucs formidables. Mais c'est comme ça aussi à Capcom, on vit avec le temps et donc on va revoir un petit peu la formule. De toute façon, on sera toujours avec vous. Il y a une chose qui est certaine, c'est que on a pu pendant 1h30 faire une synthèse. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même d'entendre le lauréat parler de l'importance de la distribution. Ça faisait une boucle. Et on faisait pas exprès, mais ça faisait une boucle avec ce qui était dit d'ouverture avec Didier Rigaud sur la question que oui, il faut valoriser et il faut donner la bonne valeur à ce travail de distribution. Ça sert à rien de faire des journaux si à un moment donné on fait pas l'effort d'aller les donner, et que le lien avec le citoyen, c'est quelque chose d'important dont on doit prendre soin. Donc oui, faisons des journaux et oui, allons les déposer dans les boîtes aux lettres ou mettons-les à disposition de façon propre. C'est une chose importante et je pense que c'est un peu aussi le message de la fin pour cette cérémonie. On va peut-être vous dire tout simplement au revoir. Merci de nous avoir suivis, nombreux, d'avoir été fidèles et puis de nous retrouver très bientôt sur nos différents supports, puis aussi sur cap-com.org. Au revoir.